Peut-on prédire le futur en décodant les rouages de l'histoire? Si c'était possible, ça donnerait un immense pouvoir. D'ailleurs, c'est la thématique de la série de romans Fondation dans lequel le personnage principal, le mulet, parvient à comprendre le fonctionnement de l'histoire et à en prendre la direction. Mais est-ce que c'est possible dans la réalité? Eh bien, c'est ce que cet homme, Peter Turchin, ici à gauche, a tenté de faire. Alors évidemment, la plupart des historiens vous diront que c'est une entreprise totalement vaine, que l'histoire dépend des décisions individuelles et qu'on ne peut rien prévoir. Cependant, ça n'a pas empêché, par exemple, des gens comme Emmanuel Todd de prédire la chute de l'URSS en regardant la hausse de mortalité infantile. Donc il semble possible qu'il y ait soit des indicateurs, soit des cycles qui se répètent. C'est d'ailleurs la théorie de Philippe Fabry, c'est que l'histoire a un sens. Mais le problème avec ces approches, c'est qu'en fait, on peut avoir tendance à rentrer un peu ces interprétations au forceps, et avoir des cycles là où il n'y en a pas forcément. Donc, qu'a fait Peter Turchin? Eh bien, il s'est dit, plutôt que de tenter des interprétations au doigt mouillé, on va faire une base de données historique, numérique. On va chiffrer tout ça, comme ça, les chiffres ne mentent pas. Et c'est ce qu'il a fait. Il a créé une base de données des événements historiques, le nombre de morts, le PIB, les naissances. Et donc dans sa base de données, ces chats, il a mis en fait tout ce qui peut être numérisé sur l'histoire. Et à partir de là, il a regardé est-ce qu'il y a des patterns, est-ce qu'il y a des schémas qui se répètent, est-ce qu'il y a des cycles. Et il a fondé une nouvelle science qui s'appelle la cliodynamique. Clio, qui était la déesse de l'histoire, et dynamique, la dynamique de l'histoire. Qui lui ont permis, entre autres, en 2010, de prédire que les années 2020 seraient une période politique difficile pour les États-Unis. Donc, on est en plein dedans, et beaucoup considèrent que sa prédiction est valable. Bien sûr, ces travaux sont controversés. Comme je vous l'ai dit, les historiens considèrent que c'est juste pas possible. Cependant, si vous regardez son H-index, il est de 75, c'est un professeur émérite. On peut ne pas être d'accord, mais ses travaux sont tout à fait sérieux. Donc, quand il vient et qu'il est interviewé par quelqu'un, eh ben on écoute. Et je peux vous dire que ça fait presque 20 ans que je m'intéresse à la question de l'effondrement des civilisations, et j'ai appris beaucoup de choses en l'écoutant. J'ai retiré 5 leçons de cette interview, et vous allez voir que ça nous concerne. Donc je vous propose d'écouter ça, parce que la réponse à la question « Peut-on prédire l'histoire ?», la réponse de Peter Turchin est vraiment extrêmement intéressante. En gros, c'est « oui, mais ». Oui, mais dans certaines conditions, jusqu'à un certain point. Et c'est ça qui change tout, en fait. On va sortir plutôt des interprétations simplistes, du genre, quand on atteint certains stades, ça s'effondre, ou alors, non, on peut rien prédire, ou alors, non, on s'en fiche parce que maintenant, on a le capitalisme et la démocratie, et ça peut plus s'effondrer, enfin bon, bref. Donc là, on va avoir la réponse d'un véritable expert dans le domaine. Je vais vous mettre quelques extraits, comme d'habitude, mais si vous ne comprenez pas l'anglais, ce n'est pas grave. Je vais expliquer et commenter. So the question is why? And our analysis showed that the most frequent factor that actually develops before the crisis is what we call elite overproduction. Donc voilà, ça c'est son apport spécifique. Donc en regardant sa base de données, il s'est rendu compte qu'un facteur qui revenait très souvent avant les crises, c'était la surproduction d'élite. Et en fait, je trouve ça tout à fait complémentaire avec l'analyse que je vous ai proposée sur le parasitisme et le développement, actuellement en tout cas, d'une bureaucratie parasitaire. À partir du moment où ce système se met en place, tant que le parasite bureaucratique peut se nourrir, tout va bien, mais le problème c'est qu'il grossit. Et c'est précisément ça qui amène à la surproduction d'élite. Au moment où le parasite prélève trop de ressources, ça va plus. À ce moment-là, les élites commencent à se diviser entre elles. Et c'est là où les problèmes commencent. Mais après, il se passe quoi? Et j'avoue, la réponse que fait Peter Turchin, j'avais jamais pensé sous cet angle-là. Et je trouve ça vraiment très fin comme analyse. It was just potential scenarios. Yeah. Well, that's exactly, as you may know, back in 2010, I published a prediction that the United States is gradually sliding into a crisis, which should hit somewhere in the 2020s. Voilà, donc là, il rappelle qu'il avait fait cette prédiction à propos des États-Unis qui allaient entrer en crise dans les années 2020. Et bon, l'assassinat de Charlie Kirk, par exemple, c'est typiquement ça. Toutes les crises... Toute la guerre culturelle autour du wokisme, c'est exactement ça. On est en plein dedans. Bref, que nous dit-il maintenant? C'est là où ça devient vraiment intéressant. Now, one thing about complex systems is that they can be in different regimes. So the road to crisis is actually fairly channelized.
And that's, many hundreds of previous societies have followed on this very similar road on which United States was back in 2010, right? But Donc là, il dit, le chemin qui amène à la crise est assez général. C'est-à-dire, en gros, c'est quasiment toujours le même. La surproduction d'élite, hein, donc. once you were just right. Once, Dennis Meadows was quite right. Once you get to the cusp, to the crisis, then a whole suite of avenues opens up for you, and that's where small push by good leaders, for example, can either lead to good outcomes, so no civil war, no bloodshed, or it could throw the society into such chaos that everybody will be very upset. Voilà, donc ça, j'avais jamais envisagé les choses sous cet angle, et pourtant c'est un sujet que je connais bien, et son explication est vraiment lumineuse. Donc en fait, on peut prédire jusqu'à la crise, mais on ne peut pas prédire après la crise ce qui va se passer dedans. Il dit, à partir du moment où on est en situation de crise, on rentre dans une période de chaos qui peut se résoudre de plein de manières différentes. Donc ce qui donne l'illusion pour les historiens qu'effectivement, il n'y a pas de direction à l'histoire. Mais pourtant, il y a bien un pattern général aussi. Donc en fait, les deux points de vue sont tout à fait valables. C'est ça que je trouve assez génial dans son explication. Donc ça veut dire qu'une fois qu'on est dans la période de chaos, selon toutes sortes d'impulsions, et en partie à cause des leaders, mais pas que. Donc ici, on est face à le fameux effet papillon. Il peut y avoir quelqu'un, quelque part, qui décide de tuer une autre personne et ça met le feu aux poudres. Mais ça peut être en fait n'importe quoi. Et donc, en fonction des décisions qui seront prises à ce moment-là, on peut prendre plein de trajectoires différentes. Ça peut partir en guerre civile, ça peut partir aussi en résolution pacifique. Donc j'insiste là-dessus, parce que j'ai eu d'innombrables conversations avec les gens là-dessus, sur le savapétisme. Et donc oui, on peut anticiper que les choses sont en train de se dégrader et que on va arriver vers une crise. Mais ensuite, on ne peut pas anticiper la suite, bien qu'il y ait des tendances historiques. Ce que je veux dire, c'est que potentiellement, oui, peut-être, certains peuples ont tendance à refaire les mêmes conneries encore et encore. Donc, mais à l'échelle globale, on ne peut pas anticiper la suite. Donc ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Donc première réponse donnée par Peter Turchin, je répète, c'est surproduction d'élite. Deuxième, c'est le chemin vers la crise est toujours le même, la surproduction d'élite, mais après ce qui se passe, on ne sait pas. Donc ce qui est intéressant de savoir maintenant, c'est, ok, mais quelles sont les tendances historiques ? Peut-être qu'il y en a derrière ces périodes de chaos. Et c'est là où il apporte des éléments que j'ai jamais entendus ailleurs et qui sont, encore une fois, hyper intéressants. Donc on va l'écouter. Number of dimensions along this can happen. And most importantly for us, in about 10-15% of cases, there is no bloodshed, no huge amounts of violence. Donc voilà, dans à peu près 10 à 15% des cas, un cas sur 7, quoi, il n'y a pas tellement de violence que ça. Donc, historiquement, c'est pas toujours des bains de sang. Bon, ça l'est souvent, mais pas toujours. Donc je trouve que ça donne une petite note d'espoir quand même. Mais c'est pas tout. Il donne un autre élément encore plus intéressant. Je vous mets l'extrait. Unfold, because that depends too much on the actions of individual people, especially influential leaders. But it's predictive of what we should do to avoid such collapses. And in fact, our analysis shows that 5,000 years ago, the states were much, much more fragile. They would more easily collapse, and they would stay collapsed with more severe consequences for longer times. So we collectively, the humanity collectively is learning. We are accumulating good institutions. Even if you think about democracy, of course, democratic institutions is not panacea. It's not going to, prevent necessarily those things, but it helps to manage the crisis in much less bloody way. Voilà, ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Ce qu'il nous dit, en fait, c'est que les institutions apprennent. Avant, donc il a regardé sur 5000 ans, ça a mené plus souvent à de la violence et plus souvent à des effondrements. Et je pense aujourd'hui, notamment en France, aux différentes crises qu'on traverse. On a eu les bonnets rouges, les gilets jaunes, maintenant la révolte des paysans. Et il y a beaucoup de colère et de frustration et d'injustice qui s'accumulent. Donc il y a des gens qui souhaitent l'effondrement. Et je les comprends. Pour ma part, je le dis sur cette chaîne, je pense que nos institutions doivent être réformées en profondeur. Est-ce que ça sera une 6e République ? Est-ce que ça sera carrément autre chose de beaucoup moins jacobin ? Ce que je souhaite personnellement, je ne sais pas. Mais le fait que nous puissions traverser ces crises avec
quand même moins de violence et surtout moins d'effondrement, c'est-à-dire de repartir moins loin derrière, parce que l'effondrement, ça veut dire des hôpitaux qui marchent plus, ça veut potentiellement dire des famines, etc., etc. Donc si on peut éviter ça, sans forcément rester coincé dans les institutions actuelles, c'est pas du tout ça que je suis en train de dire, ne me faites pas dire l'inverse de ce que je dis. Eh bien, si les institutions apprennent, je trouve que c'est pas si mal. En tout cas, c'est une petite note d'espoir. Par rapport, je dirais, au savapétisme, les choses peuvent plus durer, ça va s'effondrer obligatoirement. En fait, ce qu'il nous dit depuis le début, c'est finalement, il y a plusieurs scénarios, et finalement, il y en a qui échappent à la violence et qui arrivent à se réformer, et finalement, ça c'est quand même la troisième leçon, la tendance dans le temps, c'est que on arrive à résoudre nos problèmes avec moins de violence. Pardon, c'est la quatrième leçon. La première, c'était la surproduction d'élite. Donc voilà les 4 grandes leçons que nous apporte Peter Turchin sur l'histoire. Et il y a une dernière leçon qui est un peu plus anecdotique, mais que j'ai trouvée extrêmement intéressante. Je vous mets l'extrait. Exactly. And lawyers are the most dangerous profession from the point of view of social stability. Lenin was a lawyer, Castro was a lawyer, Robespierre was a lawyer, Gandhi was a lawyer, although he led a peaceful revolution. Donc là, ce qu'il nous dit, en fait, c'est que pendant les périodes de troubles, les personnes les plus dangereuses et celles qu'il faut surveiller le plus, ce sont les avocats. Il dit, Lénine était un avocat, Castro était un avocat, Robespierre était un avocat, Gandhi était un avocat. Donc évidemment, vous me voyez venir en France. Je trouve que on est, bien qu'il n'en parle pas, en tout cas pas dans cette interview, je pense qu'on est dans la situation de la surproduction d'élite. Juan Branco vient de l'ENA et fait partie de ces élites. Et typiquement, il a fait dissidence. On est, je pense, c'est presque caricatural dans la surproduction d'élite. Et c'est un avocat. Donc pourquoi les avocats, nous dit Peter Turchin, parce qu'ils connaissent très bien le système, ils naviguent dedans, et en plus, avocats, ils savent très bien parler, donc ils savent manipuler les foules. Donc tout ça est un symptôme de plus de la crise qui se prépare en France, de mon point de vue. Enfin, qui se déploie, je dirais. Elle fait plus que se préparer maintenant, elle se déploie en France. Donc voilà, c'est pour ça que j'intègre l'idée de la surproduction d'élite de Turchin dans mon analyse globale. Et pour moi, nous sommes bel et bien dans une situation de crise. C'est pour ça que je parle de démocratie zombie, qui sont des prisons spirituelles. Zombie, le zombie vous bouffe le cerveau, symboliquement. Et donc la réponse, de mon point de vue, c'est l'évolution consciente. Donc je place ça dans le cadre de la philosophie accélérationniste, et ça explique pourquoi nous sommes dans une guerre culturelle. Donc un aspect de cette guerre culturelle, en fait, c'est une guerre entre les élites. Et c'est ce qu'on voit aussi aux États-Unis. Il y avait 2 élites auparavant, les démocrates et les républicains. Démocrates de gauche, républicains de droite, conservateurs, chrétiens, et les démocrates plutôt libéraux et athées, pour simplifier. Bon, on a une 3e élite qui est apparue, c'est ce que j'appelle les tech bros, les techno-libertariens, qui sont ni de gauche ni de droite, en fait. C'est une nouvelle élite qui vient contester les autres, petit à petit. Donc on est aussi dans la situation d'une surproduction d'élite. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, je suis Johan, ancien directeur technique et féru de spiritualité. Je me propose de réconcilier science et spiritualité et d'appliquer ça à la société et à la santé. Donc là, on est plutôt dans les sujets société. Si tout ça t'intéresse, abonne-toi et mets la cloche pour être tenu au courant des nouvelles vidéos. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire et à éventuellement apporter des compléments si vous connaissez les travaux de Peter Turchin ou de Nate Hagens. N'oublie pas de liker, ça aide la chaîne si ça t'a apporté quelque chose, et de partager éventuellement, ça fait connaître mes travaux. S'il y a des sujets qui t'intéressent, je n'ai pas traité sur la chaîne, tu peux les proposer. D'ailleurs, à ce titre, il y a quelqu'un qui m'a posé une question sur l'auto-accélération et la partie économie. Donc c'est Jérôme du canal Telegram Léolon qui m'a gentiment invité dans son groupe, qui a posé une question très intéressante et je me suis dit ça méritait en fait une vidéo dédiée, parce que ça nous concerne tous. C'est en rapport avec la crise précisément, et que vont faire les élites du peuple à l'avenir. Donc je traiterai ça dans une vidéo dédiée. Si tu es un créateur de contenu, les critiques constructives sont les bienvenues pour que je m'améliore. Je sais que j'ai encore beaucoup de progrès à faire. Et si tu n'es pas d'accord, n'hésite pas à proposer de venir... Enfin, je te propose de venir en débattre sur la chaîne. Je vais vous mettre un exemple. Voilà, ce commentaire, par exemple. Je suis Nate Hagens depuis de nombreuses années. Je vous invite à découvrir beaucoup plus ses apports conceptuels. Par exemple, il dit que la dette est un appel à consommer plus d'énergie dans le futur, et en ce sens, ne prend pas en compte la finitude des ressources.
Ben voilà, ça c'est typiquement le genre de sujet, si vous avez envie d'en débattre, moi je suis chaud. Pourquoi? Parce qu'en fait, je connais la théorie de Nate Hagens, en l'occurrence, sur la finitude des ressources, et je suis pas d'accord. Et je sais qu'en France, c'est très très répandu, cette idée de on peut pas avoir une croissance infinie sur une planète finie. Donc là-dessus, je pense que ça mérite sincèrement un débat. S'il y a des gens que ça intéresse, on organise un débat. Je dis pas que c'est forcément à Alfred de le faire, mais je profite de l'occasion. Il y a plein de fois où je lis des commentaires et je me dis, ça serait intéressant d'en débattre, pas juste de me faire des tartines. Alors là, c'est pas le cas, mais des fois, on me fait des tartines en réponse que j'ai pas toujours le temps de lire, alors que ça serait plus intéressant qu'on en débatte. Bref, c'était pour donner un exemple. Donc voilà, n'hésitez pas, si... je sais que c'est intimidant, le débat, surtout en public, mais bon, voilà, je propose quand même.